Mais donc du coup, bon bah, on va amorcer l'épisode. Comme d'habitude, hein, on va aborder l'épisode de manière avec plusieurs volets, donc 8 volets à chaque fois. Ok. Donc mental, émotionnel, psychologique, relationnel, politico-social, économique et culturel. Ok. Voilà. Ouais, je Chaque sais. fois, voilà. Après, ça se rejoint à chaque fois, de toute façon, le volet économique, c'est celui que, en tout cas, je trouve que tu vas maîtriser le plus. Après, même si tu maîtrises les volets aussi, tu les maîtrises très très bien, mais surtout le volet économique, je pense que c'est ce qui va permettre, en tout cas, comme tu le dis, une émancipation, pas que de manière locale, c'est-à-dire à l'échelle juste d'Haïti, mais de manière, euh, de manière globale, Mhm. que ce soit dans la Caraïbe, en Haïti ou même dans la diaspora. Et donc, on avait fini le podcast précédent par le fait que euh, si tu avais un conseil à donner aux Haïtiens, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qu'ils soient où qu'ils soient basés, tu leur Mhm. avais donné comme conseil de s'émanciper grâce à l'économie de la connaissance, Mhm. Mhm. de s'intéresser à tout, d'être curieux, de ne pas se laisser, de ne pas se reposer sur ses lauriers, de vouloir toujours, en tout cas, enclencher quelque chose qui va progressivement apporter de la valeur. Et moi, du coup, j'avais une question aussi par rapport à la dimension économique. Du coup, par rapport à ça, Mhm. euh, hum, est-ce qu'on peut parler de liberté? Est-ce qu'on peut parler d'Haïti comme un pays libre sans indépendance économique? Je connais déjà Non. la réponse, mais Non. je veux que tu la développes pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aussi, et que tu leur donnes, que tu leur démontres par A plus B pourquoi c'est pas possible qu'on puisse parler d'Haïti comme un pays libre sur le papier alors qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'indépendance économique. Bah, déjà, à partir du moment où tu vois que en Haïti, tu as le FMI qui prête de l'argent au pays et qui limite, ben forcément, la main qui reçoit est esclave de la main qui donne. Donc, ils vont dire quelles sont les politiques qu'ils vont devoir, économiques qu'ils vont devoir adapter en Haïti. C'est peut-être des politiques qui sont contraires aux intérêts haïtiens. Parfois, le FMI, ils vont dans des pays, ils disent, bah, ça serait bien que vous adoptez telle politique, mais ça sera pour les sociétés peut-être américaines ou peut-être des sociétés occidentales. Toi, tu Mhm. as pas vraiment ton mot à dire parce que, dans tous les cas, l'argent ne vient pas de ton propre pays. Je crois que, il y a à peu près 20 ans, le président Préval, il avait dit quelque chose comme ça lors du tremblement de terre. Quand il y avait des ressources financières qui arrivaient en Haïti, il disait, ben, qu'on prenne ces ressources financières et qu'on permette à des entrepreneurs haïtiens qui connaissent le territoire d'Haïti, bah, de se développer pour pouvoir, bah, mettre en place, amorcer, on va dire, une certaine croissance économique. Et il avait dit dans une interview qu'en fait, il y avait des Américains qui lui ont dit: «Mais mon gars, pourquoi tu veux qu'on fasse ça pour Haïti? On a déjà des sociétés, américaines, elles vont venir», donc le problème, c'est que si tu n'es pas en capacité de bâtir un pays où il y a déjà cette création de richesse faite par la population, c'est très difficile d'avoir une certaine, ben, indépendance, financière, on va dire, à l'échelle d'une nation et même sur le plan individuel pour les entreprises et pour les Haïtiens. Donc c'est important d'avoir un écosystème où, tu as un état de droit, tu vois? C'est-à-dire tu as une constitution, tu des règles juridiques, tu as la protection, du moins tu as le droit privé, c'est-à-dire que n'importe qui va en Haïti, qui fait quelque chose et qui lui appartient, bah, à travers un contrat, le contrat est respecté. Si à un moment donné, il y a un litige, bah, il y a une juridiction, c'est-à-dire il y a une justice, il y a une condamnation qui est suivie des faits. Là, à ce moment-là, oui, les gens, tu vas instaurer une certaine confiance, tu vois? Pardon, si tu vas par exemple à Dubaï, bah, à Dubaï, quand tu achètes, un bien, bah, il y a un département, je sais plus comment il s'appelle le j'ai oublié le mot de Dubaï, mais c'est un département qui fait que quand une personne va acheter un bien, immobilier, ben, ou même parfois pour avoir, la validation d'un financement, bah, tu dois passer par ce département de Dubaï pour pouvoir dire: «Bah, voilà, on accuse les fonds, on accuse réception des fonds, bah, voilà, on sait que Comme telle un personne». acte notarié. Voilà, comme un acte notarié. En fait, c'est ça qu'il faut en Haïti, tu vois? Un état de droit qui va permettre à ce que, bah, ça va instaurer une certaine confiance. À partir du moment où il y a une certaine confiance, les gens vont vouloir ramener leurs capitaux. Ensuite, l'économie va se créer, va se développer et à ce moment-là, il y aura une certaine réelle liberté à l'échelle de la nation haïtienne
qui fait qu'Haïti sera beaucoup plus indépendante et pourra même mieux arbitrer, on va dire, ses négociations à l'international. Parce qu'on va pas se mentir, on sait qu'aujourd'hui, si on se base sur les dires de Jovenel Moïse, le fils de l'ancien président haïtien, le défunt président haïtien qui a été assassiné, il a dit toute la politique haïtienne se gère à Washington. Est-ce que tu Ouais. vois la trahison malheureusement qu'il y a eu de cette élite haïtienne par rapport aux pères fondateurs qui eux se sont battus durement pour s'émanciper du joug colonial occidental et 200 ans plus tard, bah, en fait la politique haïtienne elle est gérée à Washington. C'est comme si aujourd'hui on disait bah, demain la politique des États-Unis elle était gérée à Ouagadougou, tu vois. On se dirait c'est pas possible, tu vois. On se dirait c'est pas possible. Donc non, pour répondre concrètement à ta question, il est important que Haïti et les Haïtiens, où qu'ils soient même dans le monde, hein, qu'à partir du moment où tu as des dons, des compétences et des talents, tu puisses la mettre en exercice, créer de la valeur, faire du chiffre d'affaires si tu es un entrepreneur. À l'échelle d'un pays, ben, instaurer un état de droit, un état où il y a une confiance, une constitution qui soit claire. Et à ce moment-là, tu verras que les pays vont commencer à boomer. Hein. Tu prends un pays comme la Corée du Sud, il y a très peu de richesse en Corée du Sud. Il y a Mhm. pas de richesse à Singapour. Singapour, ça fait la taille de Lyon, je crois. Donc c'est pas c'est archi petit, tu vois, c'est peut-être la taille d'un bidonville de Port-au-Prince. Mais le pays, il est développé, il est riche. Enfin, je pense que Haïti devrait faire la même chose. Donc Ouais. ouais, pour répondre à ta question, tant qu'on n'a pas de création de richesse, bah, on n'est pas libre. On Ok, n'est pas libre. ok. Et je vais te poser une question, bon, qui découlait de ça, mais du coup, tu m'as amorcé sur une autre question sur le point économique. Mhm. Hum, pour toi, un exemple comme Singapour, quand tu dis qu'ils n'ont pas de richesse, on parle bien de richesse de sol. Bien sûr, bien Mais sûr. pour toi, est-ce que les Haïtiens, de manière générale, en tout cas, ceux qui sont localisés bien en Haïti, devraient plus se concentrer sur de la création de richesse à l'échelle entrepreneuriale ou à l'échelle du coup de richesse de sol, d'extraction de ces richesses minières. Moi, je suis, bah, de toute façon, je pense, comme tu le sais, moi, je suis un capitaliste, donc je pars du principe que, libéral aussi, donc je pars du principe que s'il doit avoir ce genre de choses, c'est le secteur privé qui doit s'en charger. L'État, il doit juste créer des conditions nécessaires pour créer un état de confiance. Et à travers cet état de confiance, bah, ceux qui sont compétents dans la géologie, que ce soit minière, pétrolifère, pardon, ou même maritime, tu vois, bah, ces gens-là vont mettre leurs compétences en action et ben générer du profit, faire des ventes. Et l'État haïtien va pouvoir, sous collecte de taxes, bah, avoir aussi des revenus. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Mais encore une fois, euh, un pays, il est édifié en fonction des élites qu'il y a dans le pays, qu'elles soient politiques, économiques, religieuses ou autres. Et j'ai l'impression que ces élites-là, elles ont pas forcément d'intérêt ou d'ambition par rapport au fait de Mhm. développer Haïti. Faut pas oublier que Haïti, c'est surtout un État client. Si on achète des trucs aux États-Unis, on les fait venir dans le pays. Et comme ils sont 4-5 à gérer quasiment les entrées et les sorties du pays, ensuite on les vend super cher à la population qui n'ont pas d'autre choix parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc forcément, il y a un état de dépendance. Donc pour répondre à ta question, il faudrait que tu as un État qui soit, en tout cas un gouvernement qui soit assez fort pour restaurer l'autorité de l'État, parce qu'aujourd'hui on est dans un État failli. On n'arrive même pas à gérer des gangs dans Port-au-Prince, c'est n'importe quoi. Mais après, Mhm. je suis pas à leur place. Moi, je connais rien aussi, donc c'est peut-être facile de critiquer à notre place. Mais il faudrait un pays où les gens arrivent à instaurer un état de droit, l'autorité nouvelle de l'État, et après tu crées des conditions pour que les gens ils puissent ramener leurs capitaux et que s'il y a une problématique, ben l'État il soit suffisamment fort pour faire respecter les contrats. Puis après ça y est, c'est parti. Hein. C'est parti, tu Mhm. crées des conditions. Regarde un pays comme la République dominicaine par exemple. La République dominicaine jusqu'au début des années 60, ils étaient pas meilleurs qu'Haïti. Ils avaient pas une meilleure croissance qu'Haïti. Mais à un moment donné, on a eu par exemple des élites qui étaient pour moi catastrophiques comme Duvalier qui n'avaient pas de vision, ils sont restés 30 ans au pouvoir, mais ils ont même pas plus développé le pays. Et derrière, tu avais aussi des dictateurs comme Trujillo en République dominicaine qui était tout aussi un poison parce qu'il a fait un massacre de 30 000 Haïtiens Vraiment, dans les l'impérialisme. années, c'est ça, le massacre du Persil. Mais malgré dans sa folie voilà d'être un dictateur farfelu, mais il avait quand même la vision de dire je veux des routes dans mon pays, je veux quand même
un certain truc qui fait que aujourd'hui la République dominicaine, ben, quand ils ont mis fin à leur dictature et qu'ils ont laissé place à la démocratie, bah, le pays il a décollé. Aujourd'hui, tu vas dans des hôtels, moi je suis déjà allé en République dominicaine, quand je vais en République dominicaine, je vois Haïti. Tu te rappelles, tu vois, à l'époque, on était jeunes, il y avait MTV Base et MTV Ouais, France. Bah, pour ouais, moi, c'est comme si tu vois Haïti version espagnole. Tu vois, pour moi, c'est MTV espagnol. ok. On a le même pays, on a les mêmes plats. Pour moi, les Dominicains et les Haïtiens, c'est les mêmes peuples. Même si nous, on est noirs, ils sont un peu plus métis. Mais en vrai, on a le même contexte un peu historique. C'est juste qu'après, ils ont eu des leaders qui ont voulu faire avancer leur pays. Donc, ouais, pour revenir à ta question, oui, il faudrait créer un cadre, un gouvernement qui a la capacité à créer un cadre sain dans lequel ensuite l'économie de marché s'instaure naturellement. Et tu verras que le pays va monter en croissance, hein. On l'a vu avec les dragons asiatiques, hein, Taïwan, Singapour, Corée du Sud et le Japon. Le Japon, ils sont mangés 2 bombes nucléaires. Ils sont Ouais. mangés 2 bombes nucléaires. Paf! T'as des gens, ils avaient des pots, on dirait c'était du fromage fondu. C'est triste ce que je dis, mais c'était ça. Et au final, bah, en espace de 40 ans, ils ont fait développer l'économie de leur pays. Arrivé à un point où dans les années 80, ils commençaient à concurrencer les États-Unis. Et si les États-Unis, ils n'avaient pas fait, ils avaient pas fait ce qu'on appelle l'accord du Plaza, où en gros, ils ont fait un truc qui a bousillé l'économie japonaise jusqu'à aujourd'hui, peut-être que le Japon sera encore plus haut qu'aujourd'hui. Donc oui, non, pour répondre à ta question, ouais, c'est ça qu'il faudrait faire. Et avant de parler de générer des actifs, parlons de dette passive. Euh, pour toi, est-ce que la dette imposée après l'indépendance, ça influe encore l'économie actuelle d'Haïti? Je te dirais oui et non. On en avait déjà un peu parlé, je pense, Oui, 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 oui. dans le dernier épisode, on parlait de ça, on disait est-ce C'est que vrai, ça c'est a eu vrai. un impact? Ouais, ça a eu un impact parce que ça a quand même mis un tacle par derrière à la nation haïtienne. Ça a pas pu permettre de construire, pour moi, ce concept de vraiment nation. Donc, une nation, c'est une volonté de vivre ensemble et de partager un destin commun. Faut pas oublier que quand la dette d'Haïti elle est arrivée, c'était en 1821 de mémoire, et en 1822, Haïti se réunifie, se crée un seul et même pays avec la République dominicaine. Et moi, je pense que sous la présidence de Boyer, c'est là où qu'aurait dû s'édifier la nation haïtienne. Mais je pense que la dette a mis un tacle par derrière et ça a fait qu'il y a pris une dissociation entre les Dominicains et les Haïtiens. Et là, oui, il y a dû avoir une problématique parce qu'à partir du moment où Haïti a engendré des recettes, 90% allaient en remboursement de la dette. Donc forcément, il y a une problématique. Après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une problématique pour Haïti? Non, parce que Dumars estimé en 47 ou 48, il a remboursé toutes les dettes du pays à l'époque. Donc ça veut dire que le pays ils avaient plus de dettes. C'était juste un problème d'homme en fait. C'est juste qu'à un moment donné, si tu mets des gens qui sont pas patriotes, qui n'ont pas la vision de voilà, de vouloir défendre l'intérêt du pays et de trahir la volonté des pères fondateurs, bah forcément, c'est une problématique aujourd'hui. Mais après, il y a tout un contexte, hein. Nous, c'est facile, on est né dans des pays étrangers, on mange à notre faim, on grandit, on mange à notre faim, on a des logements, on va à l'école, on a une pensée très occidentale, donc qui est basée sur la durée. Mhm. Tandis que dans les sociétés un peu afro-caribéennes, on est plus basé dans la tyrannie de l'instant. Donc Oui. demain, c'est un autre jour, on pense à aujourd'hui et voilà, on verra plus tard. Sauf que si personne pense à demain, ben, on est toujours dans l'état de debout, tu vois? Ok. Ok. Quel rôle pourrait jouer la diaspora haïtienne dans l'économie d'Haïti? Bah, déjà, elle pourrait jouer un rôle important parce que je pense que c'est là où on a le plus de compétences, de cerveau, sans mépriser ceux qui vivent dans le pays aussi. Mais le problème, c'est que à l'instant actuel, on n'a pas d'influence politique. Il n'y a pas de les Haïtiens. Je sais pas si les Haïtiens on a le droit de vote. Normalement non, mais je crois Je qu'on a crois même qu'il y avait une loi justement, oui, où on n'avait pas le droit à la double nationalité pour je tu sais vois, plus si c'est en place, mais je m'étais c'est renseigné Martelly qui l'avait mis en place, je crois, en 2012. ça pour contrer justement le fait qu'on puisse s'organiser et l'éjecter de manière bah, légale en fait, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que, ouais, le 1er support, bah, oui, on a une influence quand même sur Haïti à travers les transferts de fonds de diaspora, qui représentent, je pense, 20% du PIB haïtien, donc c'est quand même important. Sauf que c'est juste une perfusion, tu vois? C'est, tous les milliards qui sont générés, vers Haïti ne participent pas à l'édification d'une économie. C'est vraiment, quelque chose assez, c'est basé sur la subsistance mais c'est Mhm. pas quelque chose qui est acteur de création de richesse. Tu vois, c'est pas comme si c'était
du private equity ou des Oui, le fonds investissements. d'investissement, ouais, bien sûr. Ouais, tu vois, Exactement. c'est le problème, c'est ça, c'est encore une fois, c'est oui, on participe, mais le problème, c'est comme je l'ai dit un peu en amont, c'est si t'as pas un état de droit avec des règles simples et des droits du commerce, et on va dire une philosophie assez libérale, les gens ils vont pas plus accélérer, hein. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui a 100 000 euros, si on est pragmatique, demain toi tu as 100 000 euros, on te dit, tu n'investis pas en France, tu peux investir dans tous les pays du monde hors de la France. Tu vas aller les mettre en Haïti? Non. Voilà. Si toi tu les mets pas en Haïti, c'est pas un étranger qui va les mettre en Haïti. Ouais, 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 bien sûr. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de sécurité, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui fait que ça t'empêche d'avoir une certaine, tu vois. Mhm, mhm. Donc, bah, du coup, par rapport à l'économie haïtienne, et tu parles de perfusion. Donc là, tu as parlé bah, en fait, de jet d'argent temporaire par rapport à la diaspora haïtienne. Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi une forme de dépendance moderne, tu sais, par rapport aux aides, les ONG, qui freinent justement notre liberté économique? Après, je sais pas si ça freine vraiment. Encore une fois, s'il y a des aides, c'est qu'il y a des demandeurs et il y a des receveurs. Maintenant, il y a des gens qui, lorsqu'ils reçoivent des millions, des milliards, des fonds étrangers, en tout cas des bailleurs internationaux, ils s'en mettent plein les poches. Donc Hmm. pour eux, c'est un revenu. Après, malheureusement, c'est l'État qui paye, mais c'est un revenu. Donc il y a des gens, c'est en fait, faut voir ça comme un système. Il y a des gens, comme l'avait dit le président Jovenel Moïse, il y a des gens qui profitent de ce système. Il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'Haïti ne se développe jamais, parce que si Haïti commence à se développer, il y a de la concurrence, même s'il y a de la création de richesse qui devient très importante, bah, leur part dans le gâteau, il se réduit. Il y a des gens qui préfèrent avoir 100% de un plutôt que d'avoir 1% de 100%, tu vois. Et donc en fait, malheureusement, c'est ça en fait la problématique. Donc c'est un système qui est pas bon, qui est corrompu, qui malheureusement ne profite pas au pays ni à la population. Mais pour certaines personnes, c'est à quoi boulevard, hein. Ces gens-là, ils vont là-bas, ils se lèvent, ils vont récupérer de l'argent partout à travers des fonds internationaux. Et puis il faut pas oublier aussi que à l'échelle de la géopolitique, les États-Unis, pour eux, ça c'est un boulevard. Les mecs, ils vont faire, oui, bonne image, on va donner, je sais pas moi, 10 millions à une association je ne sais où dans le pays. Mais je pense qu'ils doivent signer aussi des contrats un peu offshore où on récupère tel gisement de mine d'or, tel pétrole. Donc 10 millions, c'est quoi? C'est tu prends 10 millions, tu fais un ROI 200 sur un an. Pour eux, c'est rien du tout. Après que les élites, ils se partagent entre eux et que la population reçoit pas d'argent, pour eux, ça en a rien à faire, hein. Les Américains, il suffit juste qu'ils aillent à la Fed, qu'ils appuient sur un bouton, il y a 10 millions qui est créé. Après, c'est fini, hein. Ils maîtrisent l'outil. Totalement. Bah, Hein. c'est eux qui ont créé le système actuel depuis, gros, depuis la fin de la Les Seconde accords, Guerre mondiale, exactement. c'est eux qui ont créé, hein, les accords de Bretton Woods, tout ça, ils ont créé un Exactement, les système. accords Après, de bon, Bretton Woods où ils ont récupéré tout l'or. Ils l'ont mis dans une réserve et hop, nous, on va vous imprimer de l'argent en échange de cet or-là. ah, c'est ça, moi, comment on appelle ça, le gold, en gros, le dollar est devenu le nouvel étalon or à Oui, l'époque. exactement. Donc ouais, mais ouais, c'est tout ça. En fait, aujourd'hui, en fait, pour répondre à la question, je pense qu'il faudrait même poser une question autrement. En fait, la question, c'est pas de savoir est-ce que les Haïtiens ils peuvent aider le pays. C'est une question qui est assez simple, donc tout le monde pourra dire oui ou non. La question serait quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est une nouvelle question qui serait très importante, mais sur lequel ça serait un sujet à beaucoup de débats. Tu vois, faudrait b déjà il y a une problématique. J'étais parti à un événement il y a pas longtemps du cercle, je sais plus c'était quoi, j'ai oublié le nom, mais c'était un cercle qui est assez intéressant dans Paris. Et en fait, dis-toi que déjà nous, déjà à l'échelle française, de la diaspora haïtienne de France, on n'a même pas de centre académique, on n'a même pas tu sais d'associations qui Oui, où on t'en a une parlais, école, tu vois? t'en On n'a parlais pas dans tout le ça. du podcast où tu disais que bah il n'y a pas d'association, en tout cas en France, haïtienne qui va permettre en fait d'apprendre l'histoire, de Bah, c'est comprendre, ça. Un de centre comprendre. culturel, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, c'est ça qui manque, un centre où dans lequel,
voilà, il y a une association qui serait crédible. Il y a plusieurs entrepreneurs ici, hein. On le voit parfois, par exemple, avec la communauté musulmane, quand ils veulent construire des mosquées ou même des centres culturels, ben, ils vont dans leur communauté, ils voient qu'il y a des entrepreneurs qui ont plusieurs, plusieurs affaires et chacun soutient à la hauteur de ce qu'il peut. Nous aussi, je pense qu'on a des entrepreneurs aussi dans notre communauté, mais après, est-ce que les gens veulent soutenir ce genre de process? Ça, c'est autre chose, tu vois, parce qu'il faut aussi une certaine crédibilité, il faut aussi une confiance. Et malheureusement, ça aussi, c'est aussi le nerf qu'il y a dans notre communauté, c'est que il y a un manque de confiance en nous, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire, mais qui sont pas aussi importants qu'on l'imagine. Je pense qu'on a vraiment besoin aussi de deux trois personnes qui pètent réellement dans leur domaine et qui puissent être une inspiration. Et derrière, ça va commencer à changer, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité? Parce que tu parlais de la question de qu'est-ce qu'il faudrait changer, mais toi, qu'est-ce qu'il faudrait justement mettre en priorité pour construire une véritable souveraineté économique? La priorité. Euh, dans la diaspora ou au bled? Pardon, dans le pays. Très bonne question, mais je te dirais d'abord dans le pays, et puis après tu peux amorcer sur la diaspora, ouais. Bah déjà, dans le pays, il faudrait, moi je reviens toujours, je suis libéral, je reviens à un état de droit, c'est le droit qui régit tout. Mais pour que le droit soit respecté, il faut qu'il y ait une force de police. Aujourd'hui, en Haïti, on a une armée, mais elle est minime. Tu vois, quand tu me dis que tu as des gangs qui se baladent dans Port-au-Prince et qui tirent, d'un point de vue extérieur, on dit c'est Haïti, c'est normal. Mais dans un état normal, Oui, oui, ça n'existe pas. Je suis pas sûr que demain, Moscou, il y a des mecs qui viennent armés dans Moscou, ils tirent à la Kalachnikov. Non, il y a un moment donné où c'est juste pas crédible, ou même en Chine, tu vois. Donc, faudrait créer une force légitime, tu sais, le Léviathan, tu vois, qui soit capable de dire, là, les gars, vous avez merdé, on vous tire, on vous canarde, sinon comme on au met à l'eau. Salvador. Tu vois, voilà, comme au Salvador. Naïb Boukele, il a très bien compris, hein. Il a dit la démocratie, c'est bien, les droits de l'homme, tout ça, c'est bien, c'est gentil, hein. Mais derrière, moi, j'ai des gens qui meurent dans mon pays parce qu'ils sont sortis dehors et ils s'est mangé une balle. Donc non, faut réinstaurer l'autorité de l'État. Et une fois que tu nettoies, comme diraient certains, au Cacher, Ah, racaille. une On va fois vous que la tu nettoies, nettoyer. ouais, une fois que tu nettoies tout le monde, en tout cas toutes les mauvaises personnes, Hum, ça va instaurer une certaine confiance. Et tu vois que même aujourd'hui, par exemple, tu prenais l'exemple du Salvador, bah, il commence à avoir des investissements américains, Google, etc., qui investissent dans le pays. Parce que voilà, maintenant les gens ils se disent: «On est assuré d'aller là-bas, il y a une certaine tranquillité», donc non, c'est tout ça qu'il faut mettre en place pour, rétablir une souveraineté économique. Tu peux pas avoir de croissance économique si tu n'as pas de sécurité, si tu n'as pas de droit. Donc faut ok, instaurer d'abord une sécurité. ok. Et en plus, tu vois, pour corroborer par rapport au Salvador, il y a une étude là qui a été publiée récemment, je crois que c'était en 2024, qu'il a réussi à baisser le taux de criminalité de 94%. Énorme, C'est énorme. énorme. C'est incroyable. Ça veut dire, enfin, on est proche du 100%, tu vois, c'est un truc de fou. Enfin, parce qu'il a vraiment durci les conditions de détention. Enfin, c'est un repas par jour, tu prends prison à perpétuité, genre, tu sors plus, quoi. Tu vois, enfin, Mais la question c'est est-ce qu'il avait d'autres choix? Il avait pas d'autre choix. exactement, exactement. À un moment Mais pourtant, donné, il aurait pu dire comme certains présidents africains, moi je dis pas ça des présidents, j'appelle ça des dictateurs, il aurait pu dire, ouais, mais on va tenter à ma vie si je commence à mettre le pays en ordre. Tu vois, il aurait pu. Et finalement, non, il a tenu parole, tu vois. après, tu sais, il y a des positions dans lesquelles où tu vas, tu sais à un moment donné où tu mets les pieds. Tu vois? Quand tu vois Jovenel Moïse, il a commencé à attaquer, les riches familles haïtiennes, sur les différents contrats qu'ils avaient abusé, du secteur public, il savait où il mettait les pieds, tu vois? Mmh, Ah, malheureusement, il avait peut-être pas une équipe autour de lui, suffisamment, patriotique ou en tout cas qui était prête à mourir pour lui parce que les gens, les adversaires, ils sont rentrés dans le palais comme si on va à la piscine de Créteil. Mais, mais lui, il savait là où il mettait les pieds. Et puis, après, je pense qu'il y a des positions dans la vie où quand tu rentres, voilà, c'est comme quand tu es un entrepreneur, hein. Tu prends tes capitaux, tu dis: «Voilà, je quitte le salariat, je quitte la tranquillité, je vais me lancer dans le business» et puis tu te rends compte qu'avoir des clients, c'est pas aussi simple. Tu te rends compte que l'idée que tu exactement. avais ta solution par rapport au marché, c'est pas forcément un besoin aussi absolu que tu l'avais imaginé. Bon, bah, le risque, c'est que tu fasses faillite ou que pendant un moment donné, tu pas d'argent, voire même pendant même plusieurs années, tu vois? Ça veut pas dire que tu pas de rentrée financière, mais
tu n'es pas encore arrivé au stade de la liberté financière, tu vois? Mm, Donc ouais, non, je pense que oui, il y a des gens, comme tu as dit, qui vont avoir cette capacité à se dire: «Oui, mais si je fais telle ou telle action, les gens, ils vont croire que, ma vie sera intentée. En tout cas, tu risques de mourir». Mais mon gars, tu sais où tu mets les pieds, hein. exactement, dès le départ. Dès le départ, tu vois? Il y a un moment donné dans la vie, être un bonhomme, c'est avoir foi en ses convictions. Ça veut pas toujours dire que tu vas les réussir, mais c'est comme dans la vie de tous les jours, tu prends des risques, tu échoues, bah, voilà, le but du jeu, c'est de gagner, c'est d'être, regarde Napoléon, il a bon, d'un point de vue haïtien, c'est cataclysmique de parler de Napoléon parce qu'il nous a fait du sale, mais quand tu regardes par rapport à la France, il a quand même envahi quasiment l'Europe, il a conquis quasiment toute l'Europe, mais à la finale, il a quand même fini par perdre, à Waterloo, mais ça reste quand même, en tout cas aux yeux des Français et des Européens, un grand homme, tu vois? Mais parce qu'il a été au bout de ses convictions et que les gens, ils tolèrent à un moment donné quand tu échoues. Mais il faut qu'il y ait ce sentiment de t'être battu, hein. Hmm, très intéressant. Et par rapport au fait, ce sentiment justement de s'être battu, euh, je vais aborder une dimension avec toi. Du coup, c'était comprendre l'esclavage pour comprendre qui nous sommes. Mmh. Euh, pour toi, euh, pourquoi c'est important de comprendre ce volet-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient te dire aujourd'hui, en 2026, entre guillemets, Mmh. et du passé, je, je suis l'autre, donc je pose des questions, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui pourraient te dire c'est du passé, faut justement balayer ça, passer à autre chose et justement construire sur du neuf. Pour toi, pourquoi aujourd'hui c'est essentiel de comprendre cette identité, pourquoi c'est essentiel de comprendre l'esclavage pour comprendre notre identité haïtienne? En fait, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit: «Si tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens». Aujourd'hui, il est très difficile de savoir où sera Haïti dans 10, 15 ou 20 ans. Personne ne sait. Donc à un moment donné, s'il y a des, schémas qui se répètent constamment, même si ça faisait plus d'un siècle, il n'y avait pas eu d'un assassinat politique en Haïti, mais il y avait quand même eu des tentatives, il y avait quand même eu des gens qui, à un moment donné, ont voulu atteindre, la vie de nos élus, en tout cas de ceux qui nous représentent. Quand tu regardes, aussi Haïti, le problème, c'est qu'en Haïti, on est un pays qui est beaucoup basé sur la violence et sur le rapport de force. Même, tu le vois souvent parfois avec nos parents, ça paraît tout bête, mais quand on était petits, nos parents disaient: «Et moi-même qui vaut l'école», tu vois? Alors que, si on traduit en français, c'est comme si on disait: «C'est moi qui t'envoie à l'école». Alors qu'en réalité, en France, l'école est obligatoire, tu vois? Et il y a ce côté: «Et moi-même qui vaut l'école», sous-entendant: «Si tu veux pas ça, moi je te retire de l'école». Et en fait, tu te rends compte que même les relations qu'on a entre Haïtiens, c'est vraiment des rapports qui sont basés sur le rapport de force. C'est, tant que je suis en position, dominant, je fais ce que j'ai envie de faire. Et si je peux t'écraser, je t'écrase parce que j'ai ce rapport de force. Mais ce rapport de force, il vient d'où? Il vient du fait qu'à un moment donné, on a été en esclavage. Alors il y a des gens qui vont me dire: «Il y a 2 pays qui ont été en esclavage, il n'y a pas eu ce rapport de force». Oui, je suis d'accord. Il y a aussi un comment, cette civilisation ensuite s'est développée. Tu te rends compte que même Toussaint Louverture, lorsqu'il a commencé, à vouloir prôner cette indépendance, en tout cas être le gouverneur de Saint-Domingue, bah, à un moment donné, il a dû rétablir d'une certaine manière ce rapport de force-là vis-à-vis, des anciens esclaves, parce qu'à un moment donné, les gens ne voulaient pas vraiment travailler. Donc il a dû instaurer un certain rapport de force et c'est ça aussi qui est un peu dommage en Haïti. On le voit aussi avec Jovenel Moïse quand il a voulu instaurer certaines réformes, bah, il y en a qui le suivaient pas plus. Lui, il pétait les plombs. Mais parce qu'en fait, on a ça aussi en Haïti et je pense que ça vient aussi de ces schémas, qu'on a eu à l'époque de l'esclavage où c'est basé sur l'ordre, sur le rapport de force, aussi sur les traumas émotionnels. Je pense qu'il y a beaucoup de je pense que l'esclavage, ça a vraiment brisé l'homme noir, mais il y a une puissance, je pense qu'on s'en rend même pas compte. Heu, on s'en rend même pas compte, c'est pas pour faire un discours de victimisation, tu vois? Je pense qu'on est très loin de ça. Mais, Bien sûr. quand tu vois comment le pays il s'est développé, voilà, ça met beaucoup de temps. On se rend pas compte qu'à l'époque, le noir était considéré comme un meuble. Tu vois? C'était comme je dis souvent, le noir, c'était considéré comme un téléphone et le téléphone, ça a pas d'âme. On pose pas la question s'il va bien ou s'il va mal. Mais entre-temps, voilà, quand tu vois aussi comment Haïti après s'est développé par la suite, il y a eu, ce combat entre les mulâtres et les noirs, avec l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines et cetera. Donc, tout le 19e siècle déjà le 18e siècle a été basé sur l'esclavage qui a été assez violent. Le 19e siècle, il est basé sur l'espèce de construction de cette nation haïtienne, mais qui ne s'est jamais fait. Il y a eu un empire, une royauté, il y a eu des républiques. Ça a été le chaos dans tout le 19e siècle, en Haïti. Quand on arrive au 20e siècle, à ce moment-là, on perd notre souveraineté temporairement parce que les États-Unis occupent Haïti pendant quasiment 20 ans.
Et aujourd'hui, on arrive à l'aube du 21e siècle, on sait même pas où on va, en fait. Et donc, Hmm. tu te rends compte que ce que l'on est aujourd'hui vient aussi de ce qui s'est passé en amont il y a plusieurs générations. Mais maintenant, comment on fait pour corriger tout ça? Ben déjà, c'est que individuellement, les gens fassent l'effort aussi de connaître l'histoire. Il y a des comportements aussi que parfois il y a dans notre communauté, mais c'est aussi lié aussi à ce qui s'est passé aussi auparavant. Donc, je pense qu'il est important d'avoir cette curiosité pour tous les Haïtiens de réellement apprendre leur histoire. Et quand j'ai histoire, hein, c'est pas simplement fêter le 1er janvier ou boire une soupe joumou et compagnie. Ah, Hein. bah oui, ça, Et c'est... tu vois, c'est Ah, bah vraiment, oui. en mode, voilà, il faut liser des bouquins, lisez des bouquins, même si vous êtes flemmard pour lire des bouquins, regardez des reportages, et cetera. Mais intéressez-vous à votre culture. Et vous allez vous rendre compte à quel point la culture haïtienne, elle est riche. Elle est riche. On sait que Haïti, ça a été une inspiration pour beaucoup de Noirs. Il y a une époque où les Noirs américains quittaient les États-Unis pour aller en Haïti parce que c'était une terre libre. Mais si tu ne t'intéresses pas à ton histoire, comment tu vas savoir tout ça? Et tu vas t'asseoir chez toi, tu vas regarder un reportage de France 3 et on va avoir un petit Renoir, il a 4 ans, il se balade avec un ventre, on dirait il fait 200 kilos parce que Ouais. le mec, il a du gaz dans le ventre. Et tu vas dire: «C'est ça Haïti». Alors qu'en fait non, c'est pas que ça Haïti. C'est Ah, une histoire, c'est une culture, c'est une identité, c'est aussi, une certaine, réflexion sur le monde. Mais il faut aussi, heu, aspirer à connaître tout ça et une fois que tu t'intéresses à tout ça et que tu commences à connaître ton histoire, tu commences aussi à connaître ton identité. Moi, je pense qu'à ce moment-là, tu as des forces, en tout cas, tu as une conviction qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus épaisse pour pouvoir affronter le monde et savoir aussi comment mieux communiquer avec les autres Haïtiens. hmm. Parce qu'on est beaucoup basé, comme je t'ai dit, sur un rapport de force. On a beaucoup un esprit pathos, donc un esprit très émotionnel au sein de nos communautés, même africaines aussi, tu vois. Et donc, si on veut les amener vers le logos, donc vers la raison, bah, en fait, il faut déjà que toi, tu sois en capacité à te remettre en question et ensuite à voir comment on peut créer différents canaux entre nous pour qu'il y ait une élévation, tu vois. Ok. Donc, on peut parler d'un héritage psychologique, euh, bah, d'une mentalité bah, de l'esclavage, entre guillemets, dans la société haïtienne, ou pas du tout? Pour moi, l'esclavage, là où c'est violent, c'est la négation de l'humanité. Pour moi, quand tu rends quelqu'un esclave, c'est que tu nies son humanité, son esprit, son âme, ça arrive son intellect. Tu es un objet, en fait. Donc, il faut pas oublier que pendant beaucoup de générations, on a regardé ce peuple comme une machine. T'es une machine. Tu es un homme, tu es une femme, vous allez vous accoupler pour faire un enfant, mais pour le colon, c'est juste un nouvel actif, en fait, dans la plantation. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte et une fois que tu prends en compte certaines réalités, bah, en fait, oui, il y a aussi des traumas, comment les gens, ils interagissent avec les gens. Faut pas oublier que les noirs, voilà, c'était des esclaves, ils allaient pas forcément à l'école, on les a pas forcément instruits. Donc il y a aussi des choses qu'on n'a même pas pu corriger à travers la connaissance, parce qu'il y a des choses que tu corriges à travers la connaissance. Par exemple, la pauvreté, on se rend compte que la pauvreté, en fait, parfois, c'est surtout un manque de culture économique. Mais une fois que tu commences à accéder, tout à l'heure, je te parlais de père riche, père pauvre. Moi, quand j'ai lu Père riche, père pauvre, on dirait j'avais vu, j'étais Moïse, qui voit la mer, s'écarter en deux. Parce que j'ai eu accès à des informations que malheureusement aucune personne de la communauté n'aurait pu me transmettre. Parce qu'ils avaient pas cette information, tu vois? Donc, il y a ça aussi, ça veut dire qu'il y a des choses, si tu veux comprendre, tu dois aspirer à connaître et une fois que tu arrives à aspirer à connaître ces choses-là, bah, après c'est bon, hein. Et, et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a certaines attitudes sociales qui sont liées à cette mémoire historique pour toi, ça n'a rien à voir, c'est juste comment Haïti s'est développé entre-temps. C'est-à-dire attitude sociale, le rapport entre nous, c'est ça? C'est ça, le rapport entre nous, la méfiance, euh, la peur, la survie aussi. Après, ça dépend. Je pense qu'il y a des attitudes qui sont aussi positives. Il y a aussi le fait qu'on est, bon, après Haïti, ça reste quand même une société, tribale. Donc, le groupe a de l'intérêt un peu plus. C'est-à-dire le tribalisme, c'est le groupe a plus d'importance que l'individu. Donc, il y a ce côté un peu, voilà, on est très famille, on va pas se mentir. Parfois même entre nous, il y a des gens, on n'a pas de lien de sang, mais c'est comme si on était des familles. Tu vois? Il y a des choses, par exemple, en Occident, il y a plus ça. Il y a des gens, ils sont cousins, mais pour eux, c'est comme s'ils étaient personne. Nous, on a quand même cette notion assez tribale qui est, bah, le fait de travailler ensemble, de vivre ensemble, et cetera. Mais il y a aussi le revers aussi de cet esprit tribaliste, c'est que voilà, si malheureusement tu es dans une communauté où il y a pas forcément une élévation, on va dire, intellectuelle assez importante, bah, en fait, parfois, c'est comme je t'ai dit, les gens vont ils vont accorder de la valeur à des choses qui ne sont pas forcément importantes, avoir une grande baraque ou autre, tout simplement parce que c'est un statut social que les gens, ils recherchent.
tu vois? Et cette politique de survie qu'il peut avoir. Donc, non, je pense que pour répondre à ta question, oui, forcément, ça a un impact. Ça a un impact, mais, je pense qu'aujourd'hui, même si l'esclavage a eu un certain choc, sur nos générations, qui nous ont précédés, aujourd'hui, les problématiques qu'on a sont vraiment plus basées sur le fait qu'il y a pas réellement d'instruction républicaine au sein du pays. C'est-à-dire, il y a pas des écoles, tout le monde ne va pas à l'école. Donc si tout le Mm. monde ne va pas à l'école, tout le monde n'a pas entre guillemets, les mêmes pieds de connaissance, d'égalité, vis-à-vis de la connaissance. C'est un peu chacun va s'élever en fonction de l'héritage qu'il a reçu de son village ou de son environnement. Et donc forcément, tu as des gens qui ont un environnement assez, limité si tu vis au sommet d'une montagne, et celui qui vit dans la ville, mais qui peut-être n'a pas accès à l'éducation, mais ils ne vont pas avoir tous les 2 les mêmes réalités, alors qu'ils vivent dans le même pays, tu vois? Donc ouais, je pense que c'est plus ça un peu ces problématiques-là. Même si oui, auparavant, il y a eu peut-être des traumas, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des enjeux en Haïti qui sont tellement importants que je pense que les gens qui vivent aujourd'hui dans le pays, ils pensent pas à ce qui s'est passé en 1804. Tu vois, Mm. Mm. quand tu dors chez toi à Port-au-Prince et tu vois, t'as Barbecue qui commence à se balader, à faire des reportages devant M6, tu dis: «Wesh, il m'empêche de dormir», mais ouais, mais parce que le Mm. mec, tu sais qu'à tout moment, il peut te rafaler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus, on est vraiment dans une politique de survie, en fait. Ok. Est-ce qu'il existe encore des divisions sociales qui sont héritées justement de cette époque-là ou Oui, je pense. Bah, déjà, la couleur de peau. ouais. Je pense que si Ouais. tu plus clair, tu un peu plus, en tout cas, moi, quand je suis parti en Haïti, avec mes oncles, en regardant, on voyait déjà la diff, hein. Ouais, ok. Les endroits où on a il y a des endroits où on allait, on voyait, tu vois? Après, ça veut pas dire que, c'est quand je dis ça, c'est pas raciste, en fait. C'est un fait, et ça veut pas dire que ces gens-là ne sont pas moins haïtiens que moi qui suis noir, tu Mm. vois? Mais tu te rends compte que, C'est colorisme. là où en France, il y a un statut social qui est basé sur l'économie, donc les riches familles, on va dire la classe populaire, bah, là-bas, on sent qu'il y a une élite un peu plus raciale, tu vois? Donc, oui, on voit que l'héritage un peu de l'esclavage, c'est ça, en fait. C'est un peu ce côté un peu racial qui reste un petit peu ancré, mais après je pense que tout ça, ça peut se corriger à travers l'éducation, s'il y avait davantage d'éducation. Mais oui, on sent que, selon la couleur de peau, ben, forcément tu n'as pas le même, statut, on va dire, dans la société. Ok. Et par rapport au fondement économique, est-ce que tu penses qu'on peut réparer une économie dont les bases ont quand même été construites sur la dépendance, pas l'indépendance, mais sur la dépendance et euh, et sur quelque chose on va dire c'est sur notre dos à nous, tu vois, clairement. Bien sûr, tu peux toujours réparer une économie. Encore une fois, il faut des élites. Toutes les nations sont établies à travers des élites. Si tu as une élite qui est formée, si tu as une élite qui est instruite, si tu as une élite, qu'elle soit politique et économique, qui arrive à coopérer ensemble, le pays peut se relever. Parce que la masse, ça va suivre leurs représentants. Donc, non, oui, tout est possible. Pour moi, au contraire, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, c'est possible. Et t'es pas à l'abri qu'il peut y avoir de nouveaux intellectuels, financiers, politiques, qui vont se poser de nouvelles questions, qui vont peut-être essayer de penser, la société autrement, comme a pu avoir, l'Europe il y a un certain moment d'années avec, Machiavel, au 15e siècle qui lui change de l'idéalisme au réalisme. Tu peux avoir aujourd'hui, peut-être pourquoi pas au 21e siècle, de nouveaux penseurs, caribéens ou même haïtiens, qui puissent, proposer une alternative, sociétale, au sein de nos structures. Ça peut être, encore une fois politique, ou économique. On le voit aujourd'hui en Afrique avec Thierry Seba, qui lui vient avec une philosophie qui est différente que de la plupart de ce que les gens veulent proposer à l'Afrique. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ok, d'accord. Voilà, d'ailleurs, on passe la force à Kémy, hein, d'ailleurs, qui a été lâchement capturé. Mais bon, j'espère que tout se passera bien pour lui, pour le mieux en tout cas. Mmh. Et et du coup, par rapport à la dimension culturelle, tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait que bon, c'est bien d'être haïtien, de manger sous joumou le 1er janvier, mais il y a pas que ça. Mais
aujourd'hui, autre que ça, autre que que y a- on va dire la danse, tu vois les choses un peu festives, tu vois, la danse, la bouffe, la musique. Est-ce que tu trouves que aujourd'hui, en tant qu'Haïtien, dans la diaspora et même à l'échelle locale, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui on perpétue une forme est-ce qu'on garde est-ce qu'on garde vivant une forme de mémoire de ce qu'ont fait les ancêtres pour nous, tu vois? Mmh, c'est une bonne question. Je dirais oui quand même. Je dirais oui quand même parce que j'ai rencontré très, très peu d'Haïtiens dans ma vie et même sur les réseaux sociaux, qui n'est pas sensible à la bataille de Vertières, Mm. qui n'est pas sensible au 1er janvier, qui n'est pas sensible à quand même, mettre en avant leur culture. Je pense qu'il y a quand même une croissance à l'époque. Moi, je me rappelle il y a 20 ans, après il y avait pas autant les réseaux sociaux, il y avait pas autant internet, mais Mm, mm, tu sais, on mm. était très peu d'Haïtiens réellement à s'intéresser à ça, en tout cas à être sensibles par rapport à ça. Mais aujourd'hui, non, je pense que c'est quelque chose qui est mis en avant, qui est assez mis en avant, qui est assez sauvegardé quand même. Donc, comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir. Donc, si des gens qui sont nés après nous, ils sont très sensibles. Moi, je pense qu'il y a même des gens qui sont même encore plus sensibles que nous sur ces sujets-là. Oui. Je pense que ces gens-là, ouais, ils arrivent encore à vivifier l'histoire du pays, encore plus dans les diasporas. Donc, je pense que la seule chose là où je pense que le pays va vraiment se vitaliser, en tout cas par rapport, tu sais, à la thématique comme tu disais, regarder, en arrière pour comprendre, le monde d'aujourd'hui un peu, en tout cas par rapport à Haïti. Je pense que c'est lorsqu'il va y avoir la connexion entre ceux qui ont hérité littéralement, donc ça veut dire le peuple qui est né dans le pays et nous qui sommes nés dans les diasporas. Et ça me fait penser un peu à l'actuel, à la sélection haïtienne, actuellement, où tu J'allais vois t'en cette parler, justement, oui. Ouais. tu vois? Où il y a cette conjugaison, des forces vives entre ceux qui sont nés dans le pays et ceux qui sont issus des diasporas et donc tu vois qu'Haïti repart en coupe du monde après 52 ans de disette donc je pense que le jour où il y aura, ce mariage, qui, de gré ou de force va quand même arriver si je pense, et ça serait bien aussi de notre vivant, tu vois? Mais qui va quand même Mm. arriver je pense. Je pense que c'est là où le pays va littéralement, exploser, tu vois? Donc oui, je pense qu'il y a des gens, qui arrivent quand même, cette jeunesse qui arrive quand même à sauvegarder l'héritage. Tu vois, souvent, tu vois, dans des mariages, on sort le drapeau, même quand il y a des mariages interraciales, il y a quand même le drapeau, il y a quand même le compas, donc ils sont quand même des héritages, on va dire, un peu plus culturels. Mais même sur les réseaux sociaux, quand c'est la bataille de Vartières, quand il y a des associations et tout, non, il y a quand même, je pense, un héritage, en tout cas, une certaine, continuation, en tout cas de la sauvegarde identitaire. Ok. Et tu parlais de la sélection haïtienne. Moi, je parle par rapport à la dimension culturelle. Donc, les deux se rejoignent. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que la sélection d'Haïti, si elle fait un gros parcours en Coupe du Monde, ça peut avoir un impact sur l'économie d'Haïti à l'échelle locale, nationale ou même dans la diaspora? Ouh, à l'échelle de la nation haïtienne? Heu, je sais pas, Est-ce que tu non, penses que ça peut provoquer un émolument dans le sens où ça peut revivifier les esprits des gens en se disant, on l'a fait aux yeux du monde pour le foot, pourquoi pas le faire aux yeux du monde de manière politique? ouais, mais en fait, le problème, j'en reviens encore une fois, à cette notion d'élite. Il y a des gens qui, effectivement, ça va être beau, ça va être mignon, l'opium du peuple, ça va durer peut-être un mois et après il y a Ouais, des nouvelles réalités. ouais. Il y a des nouvelles réalités. On a connu, toi et moi, France 98. Pendant 3 ans, c'était libre et puis quand il y a eu le 11 septembre, fin de la partie. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc, donc oui, c'est possible. Non, je pense que ça peut être possible. Il peut avoir forcément un impact, montrer que voilà, tu pas à l'abri comme, en 2005 avec la Côte d'Ivoire où Didier Drogba qui s'est mis à genoux, il a arrêté une guerre. Donc Exactement. Exactement. tu peux avoir ce genre de choses effectivement, mais ça serait, pour moi, ça serait un peu difficile parce que, on a l'impression que les ennemis, de l'ancien président sont toujours vivaces et sont toujours d'actualité. Donc, il peut y avoir un phénomène de société où Haïti va très peut-être loin en coupe du monde et ça peut instaurer une certaine, un certain patriotisme. Mais encore une fois, le rapport au temps entre ceux qui vivent là-bas et nous qui vivons dans les diasporas, il est pas pareil. Et ici, il va peut-être être content samedi, mais il va se poser la question: «Est-ce que dimanche il va manger?» Et ben manger, ah, j'en étais sûr. Et c'est tout. Ok. C'est
c'est là où c'est difficile. Faudrait peut-être, je veux pas dire un homme providentiel, mais aujourd'hui, après nous, encore une fois, le principe de racine profonde, c'est d'échanger pour essayer d'éclairer des lumières, mais on prétend pas avoir aussi la solution à toute chose parce qu'on est quand même des gens qui vivons dans la diaspora, mais on a l'impression depuis l'extérieur, il y a pas cette personnalité à l'intérieur du pays qui peut cristalliser un peu, ce renouveau, Ouais. en tout cas c'est cette forme d'héritage, donc c'est ça où ça serait difficile, tu vois? Il y a une époque quand tu prends la sélection haïtienne, tu avais Donald Guerrier qui était quand même un très bon joueur, qui était capitaine, et je me rappelle, il y a 15 ans qu'on fait je crois 2-2 contre les Soins, j'ai dit: «Wesh, comment ça Haïti peut faire 2-2 contre les Soins?» Tu vois? Qui a instauré une certaine chose. Et puis ensuite, il y a eu cette passe d'armes avec, Johnny Placide, tu vois? Le gardien de Bastia Totalement. qui avait repris le capitana, je crois qu'en plus qui est toujours capitaine de la sélection. Donc tu vois, il y avait quand même un certain héritage et même avant, Donald Garret, il y avait Jean-Jacques, Pierre qui jouait à Nantes, qui avait aussi, donc tu vois, il y avait quand même cette continuité d'héritage, en tout cas à l'échelle haïtienne. À l'échelle de la politique haïtienne, je vois pas tout ça, hein, même à l'échelle de Ouais, ouais. l'économie, donc Parce ça que peut être important effectivement, oui, ça peut peut-être, créer galvaniser. Ouais. ça peut galvaniser, ça peut créer une certaine réflexion en mode: «Ouais, voilà, si on travaille ensemble, si on peut faire tout ça». À partir du moment où il y a 5-6 ans, le président Jovenel Moïse, il disait la même chose et ça a pas été suivi des faits. Moi, je m'itère à un certain pragmatisme. Ouais, je vois. La froideur relationnelle. Enfin, la froideur, voilà. C'est, non, mais au moins, ça le mérite d'être clair, ça le mérite d'être franc, tu vois. Parce que les gens pourraient se dire, bah, les gangs du pays, eux aussi, ils regardent le foot, tu vois. Et aussi, ils pourraient se dire, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple, je crois que ça s'appelle Dukens Nazon. C'est quelqu'un qui est Ouais. très suivi un peu sur les réseaux sociaux, pas qu'en tant que haïtien, mais en tant que joueur, athlète et même à travers la France. C'est quelqu'un qui est très, très, très suivi sur les réseaux sociaux. Hein, hein. Et, euh, il avait lancé un hashtag OuvPIA Mmh. pour, euh, pour que les gens, en fait, pour que nous, en fait, la diaspora, on puisse suivre le parcours d'Haïti, mais dans le pays, tu vois, parce que c'est historique. Et finalement, alors je sais pas où ça en est ou quoi que ce soit, mais voilà, il y avait eu cette qualification qui avait été historique et au final, c'est comme tu as dit, tu vois, ça a duré 2-3 jours et puis c'est retombé, tu vois. Bah, après, pour moi, il a eu raison de le faire. Oui, oui, bien sûr. OK, et c'est même très courageux de sa part, qu'il en a profité, voilà, de cette qualification pour oser, au moins lui, il a osé faire quelque chose. Encore une fois, moi je le catégorise un peu comme un mec un peu comme nous. Lui, ce qu'il fait dans le sport, nous, on le fait un peu à notre échelle sur les réseaux sociaux. Exactement. On essaie d'avoir une certaine réflexion, de vouloir un peu titiller pour pousser, un peu la communauté haïtienne vers l'excellence, en tout cas pour faire en sorte de bouger, en tout cas, les lignes. Mais en vrai, pour moi, ça serait plus des gens de l'intérieur. Je pense qu'il doit y avoir aussi quand même des gens de l'intérieur qui essayent de faire quelque chose. Mais encore une fois, il y a eu quoi derrière, tu vois? Et c'est ça Mhm. qui est le plus difficile. Moi, comme je t'ai dit, à partir du moment où le président, il a quand même essayé de faire quelque chose et qu'il s'est fait rafaler devant son lit, tu te rends compte que, voilà, derrière, il y a le tribunal, en tout cas, il y a le jugement qui passe en ce moment, à Miami. Ah, en fait, c'est ça, en fait. Il y a des gens qui ont vraiment pas intérêt, on dirait, à ce que le pays se développe. Donc, c'est ça qui est frustrant. Donc, si Haïti fait un très bon parcours, je pense que ça peut être positif, mais encore une fois, Dieu seul sait. Donc, tu pas à l'abri que Dieu peut utiliser ce phénomène. Tu sais, il y a ce qu'on appelle en allemand le Zeitgeist, l'esprit du temps, et qui a été fait par Hegel. Donc, tu pas à l'abri qu'à un moment donné, peut-être dans la Coupe du monde, il va y avoir un esprit de temps qui sera un game changer. Et peut-être à un moment donné, tout le pays dira: «Ah vas-y, on est capable de travailler ensemble, on est capable de faire des trucs». Et donc ouais, tu pas à l'abri que tout ça soit possible, tu vois? Hmm. Ça, je te disais, oui, donc par rapport à ça, par rapport au fait de, de devenir un symbole de la liberté universelle noire, euh, et par rapport aussi à ce parcours de Coupe du Monde, euh, comment tu peux expliquer le passage d'un état d'oppression extrême à une révolution hyper victorieuse? C'est-à-dire? Comment tu peux expliquer le fait que, bah, avant 1804, on pense que notre destin il est scellé, qu'on sera réduit en esclavage, que tous les Noirs en fait du monde sera réduit en esclavage toute leur vie, et puis 1804 arrive et on est le symbole de la liberté universelle, tu vois. Mmh.
et non pas pour les pays noirs, mais pour toute l'Amérique latine qui en découle. Puis même après, on devient un symbole d'excellence et comme tu disais tout à l'heure, on devient aussi un exemple patriotique Mhm. pour tous les Noirs qui souhaitent s'émanciper, mais de manière individuelle, tu vois. En fait, il y a un truc qui est aussi important, euh, c'est que il y a un moment donné, je pense qu'on se rend pas compte que lorsque l'homme fait face à une certaine adversité, tu crées une rébellion en lui, en fait. Tu crées cette envie, cette née de tout ça, une volonté de puissance. Tu sais, c'est comme quand t'as un mec, tu vas brutaliser quelqu'un dans la cour de récréation. Il y a un moment donné, tu crois que tu vas pouvoir le dominer pendant longtemps, jusqu'au jour où cette personne va décider de s'affirmer et de faire face à toi, tu vois. Et tu sais, tu t'es pas à l'abri qu'il y a un mec qui se lève, il te met une droite, boum. Oh, lui, il m'a mis, tu vois. Et peut-être que derrière, tu vas le coucher, hein. Mais tu vas dire, il a osé me mettre une droite. Tu vois, c'est, même dans Dragon Ball Z, il y a un moment donné, face à Cell, où, Trunks, genre Vegeta, qui est un peu au sommet de son arrogance, il dit Cell, il va rien faire. Trunks, il va jusqu'à mettre une droite à Vegeta qui va atterrir, je ne sais où, dans l'océan. Jusqu'à un moment où Vegeta, il dit, mais attends, mon fils a osé me mettre une droite. En fait, il y a un moment donné où, quand l'être humain, il se sent vraiment oppressé, où il subit vraiment une injustice, et il va se lever, il va te mettre une droite. Donc, par rapport à l'histoire d'Haïti, il y a un moment donné où les gens étaient esclaves, mais il faut pas oublier que parmi ces esclaves, il y a des gens qui étaient rois, il y a des gens D'accord. qui étaient des princes, et là, c'était des princesses. T'en as, ils avaient une certaine intelligence, qui n'était peut-être pas la même intelligence que les Occidentaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'intelligence. Donc, il y avait des gens qui avaient aussi cette capacité à comprendre, je pense aussi les jeux politiques, les relations humaines. Et à un moment donné, bah, ces gens-là, ils ont commencé à travailler ensemble, ce qu'on appelle les nègres marrons, donc le nègre sauvage. Il y a des gens qui ont commencé à travailler ensemble, à collaborer ensemble, à faire preuve de coopération. Et puis à un moment donné, ça a abouti à une rébellion, en tout cas la première révolte d'esclaves réussie, qui a abouti à une nation, celle de Haïti. Et ça aussi, il y a aussi un héritage. En amont, tu m'as posé quel était l'héritage qu'on a eu. Il y a aussi un héritage qu'on a aussi, c'est l'héritage de la révolte. Les Haïtiens ont aussi cette capacité à se révolter. Maintenant, le problème, c'est lorsque cette capacité à se révolter est instrumentalisée. C'est-à-dire que quand il y a des élites qui vont aller donner des fonds dans des quartiers, dans des bidonvilles, un peu comme faisait Aristide à travers les chimères, où ils vont prendre des gangs et ils vont leur donner de l'argent pour aller attaquer leurs adversaires politiques, bah, à un moment donné, quand tu vas dans notre trucage, bah, ces mêmes personnes que tu as créées artificiellement, bah, vont s'émanciper de ta tutelle. Tu vois? S'ils vont se comprendre qu'ils sont capables de faire des sous, voire même sans toi. Et donc, encore une fois, on a des héritages, on peut apprendre de ce qu'ont fait nos pères fondateurs, en tout cas les générations qui nous ont précédés, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, des gens se sont battus face à une injustice, ils ont voulu s'affirmer, devenir des personnes, en tout cas montrer qu'ils n'étaient pas simplement des meubles. Et aujourd'hui, bah, ça a permis à ce que Haïti puisse être un symbole de liberté, le phare de la liberté. C'est comme ça que t'as Simon Bolivar qui à un moment donné qui était en guerre contre l'Espagne, le père fondateur de la grande Colombie, même si à l'époque ça s'appelait Colombie, l'actuel Venezuela, Équateur et Colombie. Bah, à un moment donné, il a été en Haïti. Je crois que c'était en 1818, reçu par Alexandre Pétion. C'est là où le drapeau du Venezuela a été fait en plus en Haïti. Souvent les gens ils oublient, mais ça a été fait en Haïti. Et donc oui, à un moment donné, Haïti a été ce symbole de liberté, de philosophie qui était basée sur la liberté et sur le fait de d'émanciper tous les esclaves à la fois en Haïti et en tout cas dans la région d'Amérique latine. Donc oui, on a pu avoir tout ça. Et si tu regardes bien, c'est comme ça qu'on a eu aussi ce respect. Et même aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a ce respect. Parce qu'à un moment donné, on a refusé de se laisser marcher dessus. Et c'est ça, je pense qu'on a perdu aussi aujourd'hui en Haïti, notamment à travers ces élites-là. Des gens qui ont oublié qu'à la base, on est des descendants des gens qui ont aussi se taper, en fait. Que ce soit des noirs ou des métis, il y a des gens qui ont aussi pas forcément se taper dans le sens on est plus fort que vous. Là, j'entends Mhm. un peu, Ça, c'est une fierté intérieure. c'est en mode, on a une vision, on a une conviction, on veut s'affirmer, on travaille dessus. Donc c'est ça l'aspect le plus important, tu vois. Ok. Et est-ce que cette histoire est plus source de fierté aujourd'hui ou de pression? Je pense que c'est une fierté. Je pense pas que ce soit une pression. C'est plus une fierté. Mais le problème, On peut avoir la pression d'exceller ouais, due à notre passif historique. ouais, mais le problème, c'est qu'en 2 siècles, les Haïtiens n'ont pas créé quelque chose qui génère réellement de la valeur. C'est pas comme les États-Unis où tu vas avoir un Thomas Edison qui va inventer un téléphone, tu vas avoir un Henry Ford qui va inventer une voiture, Boeing qui va inventer un avion. Et les autres générations vont dire, attends, mais il faut qu'on fasse mieux qu'eux.
Et là, tu peux avoir un Elon Musk qui va inventer Starlink pour envoyer le réseau dans l'espace. Là, aux États-Unis, tu peux dire, tiens, je suis un entrepreneur, mais comment je vais faire mieux que ma génération précédente? Nous, on n'a pas tout ça, en fait. On n'a pas tout Mm. ça. Il y a pas d'autoroute dans le pays. Et à partir de là, Ok, ouais, reprendre les bases, en fait. c'est ça. Pour moi, le dernier grand président, ça a été Diomaye Estimé. Même si pour moi, il y a quand même Jovenel Moïse qu'il faut compter dedans parce que le mec, il a osé quand même vouloir combattre un système. Mais le dernier grand président qui met tout le monde d'accord, quasiment tous les Haïtiens, c'est Diomaye Estimé. Et c'était à la fin des années 40. C'était, c'est une dinguerie. Donc, non, pour moi, c'est une fierté, mais aujourd'hui, il faudrait pas regarder, on regarde trop derrière. En fait, aujourd'hui, il faudrait, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Tu vois, c'est pour ça, cette thématique que tu as soulevée qui est quand même intéressant, tu vois, comprendre, quel, On vient, ouais, d'où vient de par le passé l'esclavage et pour qu'est-ce qui nous définit aujourd'hui. C'est ça aussi ce qui nous définit aujourd'hui. Mais le problème, c'est que on peut aussi se dire, OK, il y a les pères fondateurs, et cetera. Maintenant, c'est à travers toute la somme que j'ai là, comment je peux capitaliser et créer de la valeur pour les générations futures, tu vois? Comme dirait la Bible, un homme sage laisse un héritage à l'enfant de ses enfants. Donc ça veut dire que nous, quand on passe à l'action, on doit même pas penser à 20 ans, limite, on doit penser à un siècle, tu vois? exactement. On sera plein, hein. Mais quel bonheur de mettre en place des actions, même si on sait qu'on va pas récolter les fruits. Mais on a mis en place un système, tu vois. Pour les enfants de tes enfants de tes enfants. Exact. Exactement. Mais c'est comme ça que pensent beaucoup de c'est comme ça qu'ont dû penser nos esclaves, hein. En tout cas, nos esclaves, pardon, nos ancêtres esclaves. C'est que les gens, ils ont dit, on va sacrifier nos vies, mais je sais que nos descendants, ils seront libres. Mm. Tout simplement. Exactement. Ouais, ne pas penser à l'instant présent, ne pas penser que malheureusement qu'à son propre propre prisme, en tout cas, mais penser justement aux générations futures et à l'héritage qu'on aura amorcé, mais juste grâce à nous, tu vois. Juste parce qu'il y aura une petite pierre qui aura été posée, mais juste grâce à nous, tu vois. Totalement, totalement. Ouais. Donc du coup, pour finir, ce serait euh, de manière avec la dimension économique et culturelle, comment t'amènerais le fait euh, de faire comprendre aux Haïtiens que c'est important de se souvenir de son héritage culturel en faisant en sorte de densifier euh, l'apport économique qu'on pourrait avoir. Tu vois, ne pas oublier d'où l'on vient, mais aussi travailler aujourd'hui pour que justement, en fait, ça puisse faire comment je pourrais dire ça, pour que ça y est, il y ait une suite logique par rapport à ça. Comment je pourrais, Bah, en fait, le problème, c'est que sur la partie un peu culturelle, si on parle de ceux qui vivent encore au pays, c'est l'État qui doit mettre en place ça à travers l'école. C'est-à-dire que chaque nation est quand même, en fait, c'est l'école qui permet une dilution totale de la connaissance, en tout cas de l'héritage, sur ouais, une massive de personnes. Tu vois, c'est l'école, c'est l'instruction républicaine. Ensuite, par rapport à l'économie, en tout cas par rapport au fait de générer du capital, moi j'aime souvent dire que la richesse c'est de l'intelligence transformée. Donc, pour que tu puisses avoir du capital, gagner de l'argent, générer du profit, tu dois avoir une connaissance, tu dois avoir une compétence. Tu vois, un mec qui maîtrise l'IA, ben, alors aujourd'hui, il a peut-être une plus haute valeur que un mec qui maîtrise peut-être autre chose. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais plus tu as une compétence, une intelligence qui est rare et qui a une valeur, bah, à ce moment-là, tu génères de la valeur. Donc, j'aime bien dire comment conjuguer tout ça, c'est très facile. C'est aspirer les gens à avoir, et c'est ça aussi la problématique d'Haïti, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas forcément une nation parce qu'on n'arrive pas à avoir cette volonté commune de travailler ensemble, en tout cas de partager un destin commun. Donc, il faudrait que les Haïtiens ils aient cette capacité à s'intéresser à leur histoire, réellement à apprendre, apprendre une compétence, en tout cas identifier une problématique, apprendre une compétence et travailler, exceller à être et aspirer à vouloir être meilleur dans ce que l'on fait. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir conjuguer ton histoire, donc savoir quelle est ton identité, en tout cas être enraciné dans la terre, mais aussi avoir une compétence euh, professionnelle qui va te permettre de générer en tout cas un capital économique, en tout cas de faire de l'argent et de développer. Et ensuite, ça, c'est à l'échelle individuelle. Ensuite, à l'échelle collective, c'est comment créer des cerveaux collectifs. Donc, à travers des associations, à travers un réseau de networking, à travers, je sais pas quelles sont les différentes actions qui sont possibles, mais elles sont multiples. Travailler ensemble pour créer des synergies et à ce moment-là, créer une force commune, à la fois financière et potentiellement même politique pour ceux qui s'intéressent à la politique,
Parce qu'à ce moment-là, tu auras des capitaux au sein des diasporas. Tu te rends compte qu'il y a des diasporas qui ont de l'influence parce que voilà, ils savent qu'au sein de leur communauté, bah, il y a des ressources qui sont quotidiennement créées, générées, et ensuite les gens peuvent allouer ce flux de capitaux sur les différentes, on va dire, valeurs qui leur tiennent d'importance, tu vois. Ok. Je te posais une dernière question. Euh, de manière concrète, comment ça se matérialise quand tu parles de développer une compétence par rapport aux Haïtiens aujourd'hui? Parce que tu parles beaucoup de d'IA, beaucoup de maîtrise de la technologie, mais par exemple pour un Haïtien qui aujourd'hui n'a pas accès à ces informations-là, je te parle vraiment de quelqu'un qui n'est pas dans la diaspora. Pour lui, c'est compliqué justement de d'avoir accès à ça. Pour lui, c'est l'IA, c'est même pas dans sa tête, tu vois. Il a des choses beaucoup plus concrètes, on va dire, à régler aujourd'hui. Donc comment ça se matérialise là? Comment ça se matérialise, pardon, cette forme de compétence? Une compétence, c'est tout simplement les actions qui te demandent pas beaucoup d'efforts, pour laquelle tu as une certaine facilité et qui ont un impact immédiat. Je prends un exemple tout simple. Parfois, ta compétence, ça peut être d'enseigner, je sais pas moi, un cours de créole. Bah, si tu enseignes à une personne et que la personne est prête à payer 20 € pour que tu lui enseignes le créole, bah, tu as une compétence que tu peux capitaliser. Maintenant, si tu as 10 personnes en face de toi, ça te fait 200 €. En fait, la compétence, c'est une action ou en tout cas une problématique que tu as pu identifier pour laquelle tu amènes une solution. Et une fois que tu es capable de le faire avec une personne, tu peux le faire avec 10 personnes. Si tu peux le faire avec 10 personnes, tu peux le faire avec 1000 personnes. Et à ce moment-là, tu as une taille de marché. Et donc, c'est comme ça que les gens peuvent se développer. Et donc, tu as pas forcément besoin d'être le plus instruit ou d'avoir le dernier bac. Tu as juste besoin d'être en capacité d'être une solution pour une personne. Il y a des gens, par exemple, qui savent pas changer une roue d'une voiture ou qui savent pas réparer, je sais pas moi, la courroie de distribution. Bah, en fait, tu apprends à faire quelque chose et ensuite, c'est d'avoir la vision de dire: «Ah OK, j'ai été capacité de trouver un client pour lequel j'ai pu résoudre un problème. Alors maintenant, comment je vais en trouver 10?» Donc à ce moment-là, ça sera peut-être de créer un funnel d'acquisition et là, c'est rentrer un peu dans des termes un peu techniques, mais grosso modo, la compétence, c'est quelque chose que je peux faire simplement, qui ne demande pas beaucoup d'efforts ou bien même qui peut me demander de l'effort, mais sur le long terme, je pourrais, automatiser ou en tout cas embaucher des gens qui le feront pour moi ou pour lesquels, bah, tu génères un chiffre d'affaires, tout simplement. Ok, d'accord, je vois très bien. Et Euh, parce qu'il y a des gens qui te diraient, par exemple, pendant la diaspora, pardon, qui te diraient, bah moi j'ai déjà une compétence, c'est de, par exemple, conduire des taxis, conduire des clients et tu vois, Bien sûr. et je suis indépendant et c'est mes clients, tu vois, mais l'activité ne leur appartient pas vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après là, tu touches à un vrai sujet, mais après, là, on rentre dans l'intelligence financière. Oui, exactement. Il y a des gens qui sont, artisans et donc ils vont dire: «Voilà, moi je travaille», mais ils n'ont pas non plus la vision de se dire: «OK, si on prend l'exemple, par exemple, tu prenais d'un taxi, il y a un mec qui pourrait avoir une plaque, il dit: «Voilà, j'ai payé ma plaque, je vis, je suis artisan, je suis auto-entrepreneur, je fais ce que je veux». Oui, mais après tu pourrais peut-être lui dire: «Essaie d'avoir deux trois plaques en plus que tu vas mettre Hmm. en location et derrière, tu auras de la rente et derrière si ta plaque elle vaut 200 000 quand tu es vieux, ben, tu en as 2, ça tu as 400 000 € de on va dire Patrimoine. Hmm. de patrimoine et en plus de ça, tu peux créer, je sais pas moi, une entreprise de taxi sur laquelle tu vas avoir plusieurs plaques et tu vas embaucher des chauffeurs ou bien, tu peux créer, un centre de formation pour tous ceux qui veulent devenir taxi. Après, il y a plein de choses que tu peux faire. C'est-à-dire que tu peux avoir une compétence, de cette compétence, tu peux développer différentes solutions, lancer de différentes solutions, t'adapter au marché pour savoir quelles sont les problématiques, les besoins du marché et proposer une solution, en fait, ce qu'on appelle un upsell, en fait. C'est tout simplement proposer une solution en plus et bah, après encore une fois, pour ça, il faut avoir une intelligence financière et c'est là où à un moment donné, il doit avoir ses travaux entre la première et la deuxième génération. Mais ça, c'est lié dans toutes les phases d'immigration. C'est-à-dire, tu as la première génération, ce sont des personnes qui sont nées dans un pays A, qui arrivent dans un pays B, et donc eux, ils viennent avec une force de travail et avec le temps, ils génèrent du capital. Et tu as la deuxième génération, souvent des gens comme toi et moi qui sont nés dans un pays, qui n'ont pas forcément le capital parce qu'on sort de l'école et etc. Mais par contre, on connaît un peu les rouages du système, on voit comment les choses fonctionnent. Et souvent, les communautés qui fonctionnent très très bien, bah, c'est quand la deuxième et troisième génération deviennent associés et partenaires, tu vois. Parce que tu as les parents qui ont les capitaux pour pouvoir financer les études, en tout cas les études, les projets
des enfants et après ça permet à ce que si l'enfant il pète, bah, à ce moment-là, les parents sont tout aussi gagnants, tu vois? Mais pour ça, il faut avoir une certaine vision, financière. OK. Vision et intelligence financière. C'est important, mais il faut pas oublier que dans la communauté noire, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, à la fois aux Antilles ou en Afrique. C'est quelque chose qui est peut-être mieux compris dans les civilisations asiatiques, mais on va pas se mentir que dans nos communautés, on n'avait pas ça. Si on avait eu la chance d'avoir ce genre d'informations, peut-être qu'on serait beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Mais Mmh. malheureusement, c'est pas des choses, que l'on a. La plupart des gens sont des commerçants. C'est-à-dire, ils achètent un produit A, après ils vont le revendre. Et beaucoup par contre, il y a une différence entre gagner de l'argent et faire de l'argent. Gagner de l'argent, c'est utiliser sa force de travail pour avoir un salaire ou en tout cas pour avoir une transaction derrière. Faire de l'argent, c'est mettre en place un système. Et comment on sait qu'on a de l'argent? C'est si toi, pendant 3 mois, tu vas pas travailler, est-ce que tu as Mmh. de l'argent qui rentre? Si ta Exactement. réponse est non, tu ne fais pas d'argent, mais tu gagnes de l'argent. Et Mmh. malheureusement, dans nos communautés, on va dire afro-caribéennes, il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent. Bon, j'ai vu très peu de noirs dans ma vie, peu importe les travaux qu'ils faisaient, les gens ne bossaient pas des 10 heures ou des 12 heures par jour Exactement. pour gagner de l'argent. Ils te diront tous: «Je travaille pour gagner de l'argent». Mais il y a très peu de personnes qui vont dire: «Je bosse pour faire de l'argent». Exactement. Je mets un système en place pour faire de Il y a un l'argent. système en place et c'est ce qui tue malheureusement, nos communautés, c'est qu'on n'a pas de système parce qu'on nous a pas enseigné. Et c'est à nous, la deuxième génération aussi de s'instruire, d'apprendre des choses, de s'intéresser aussi à des sujets que parfois que les gens peuvent trouver, chiants. Mais Mmh. voilà, l'économie, La heu, comptabilité, la comptabilité, c'est des choses dont on a besoin, tu vois? Ou au pire des le cas, on n'est dé pas obligé de s'intéresser à tout, mais s'entourer de personnes qui, eux, ont des compétences sur des choses que toi tu n'as pas, mais sur laquelle lorsque vous vous associez, vous êtes complémentaires, tu vois? mmh, Donc l'AB c'est ça aussi l'A hein? l'ABC du domaine financier, comme dirait, Père Richard Perpo. Bah, Enfin, c'est comme ça. C'est à un moment donné, en fait, c'est ça, c'est que toi, tu peux être un très bon comptable. Moi, je peux être peut-être un très bon entrepreneur et ben, peut-être j'aurais besoin de toi pour faire ma comptabilité et peut-être moi pour développer, mon activité, moi, j'aurais besoin de tes capitaux. Donc peut-être toi, tu vas investir dans moi, je sais pas, tu vas me donner, 2 000 € pour investir dans je sais quel projet parce que tu sais que je vais cartonner. Mais derrière, je te repasse, l'activité comptable de mon entreprise. Donc on travaille ensemble. Donc mmh, c'est ça dont on a besoin et c'est ça aussi qui a tué, malheureusement, je pense beaucoup de gens dans nos communautés, c'est que les gens bossaient très, 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 très dur à faire des crédits pendant des 20-25 ans. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Puis quand tu arrives à la retraite, tu es cassé comme pas possible. exactement. Ouais, dire après à la personne, faut parler de placement et la personne va dire: «Laisse-moi tranquille». J'ai commencé à bosser, j'avais 5 ans et demi, Ouais, tu vois? C'est il y a tout ça aussi qui prend en compte. C'est ça qui est aussi l'aspect le plus important. C'est pour ça que nous aussi, on a un rôle qui est assez important. C'est pour ça aussi que j'avais déjà dit dans le dernier épisode, mais pour moi, la volonté de créer Racines Profondes, c'est je me dis, imagine, voilà, nos parents, ils ont pas le temps d'apprendre tout ça. Ils se disent ils peuvent s'asseoir, regarder nos épisodes et ils se disent: «OK, j'ai appris quelque chose», tu vois? Là, on commence un peu de façon, soft, comme je t'ai dit, peut-être sur, quelques sujets qu'on a dit, élaborer. Après, peut-être, à un moment donné, on va peut-être rentrer dans quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus technique, mais le but, c'est que, quelqu'un qui regarde l'épisode 1 jusqu'à l'épisode, 6670, j'espère, la personne, elle se dit: «Au moins, j'ai appris quelque chose», tu vois? exactement. Je suis sorti de là grandi. J'en suis sorti de là grandi, tu vois? Totalement, totalement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, parce que là, on arrive quand même à la fin. Merci à Ouais, toi. on abordera, bah, dans l'épisode 3, d'autres volets tout aussi importants. Là, on a fait beaucoup de cas théoriques, mais je pense qu'il y aura pas mal de cas pratiques où on pourra pouvoir donner des solutions tout en humilité, hein, bien évidemment. On prétend pas avoir, comme tu dis, la science infuse ou quoi que ce soit, mais nous, on est juste là pour proposer des solutions, faire force de proposition, et après, les gens, ils font avec, les armes qu'ils ont, tu vois. Totalement, totalement. De toute façon, nous, on doit être juste un vecteur de Canal, partage de connaissances, un canal de connaissances. Encore une fois, comme tu dis, totalement. on n'a pas la science infuse, on prétend pas tout connaître, on prétend pas avoir, toutes les solutions à tout, mais au moins avoir la volonté de créer un espace où on peut se poser d'autres questions que, savoir, quel mec va sortir le dernier compas zouk de l'été ou je sais pas quoi, tu vois? Ou à chaque fois, il se passe dans telle activité Si on politique. kiffe le zouk, on kiffe le compas, mais voilà, Ouais, mais à un moment on est donné, arrivé à une autre phase de nos vies, voilà, c'est ça, simplement. il y a un moment donné, ce qui est bien, c'est qu'aussi pour élever une communauté, il faut se poser de nouvelles questions. La Bible dit: «Mon peuple périt par manque de connaissances».
Et à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir cette volonté de proposer certains sujets. Comme je t'ai dit, on commence un peu léger, mais peut-être après arriver à des sujets un peu plus profonds. Peut-être qu'il y a des gens qui vont perdre pied, mais au moins l'idée, ça sera de faire en sorte qu'on puisse poser de nouvelles questions, ou même aussi parfois rentrer dans des sujets où on va critiquer, ouais, peut-être même certains comportements, certains aspects de la culture, de l'histoire d'Haïti. C'est comme on parlait même une fois, la dernière fois, parfois des églises, tu Euh, vois, on est chrétien, mais à un moment donné, tu as des pasteurs qui vont chanter des Jéva, des je sais pas quoi, le mec il connaît rien, mais parce qu'il a lu la Bible une fois et il se prétend pasteur, mais en fait c'est un titre qu'il recherche. Ça aussi, faut aussi le mettre en avant. Donc, faut aussi critiquer certaines choses, mais aussi valoriser d'autres choses. Mais voilà, je pense que si à un moment donné on a besoin de cet électrochoc, parce que nous aussi dans les communautés noires, on a peur de dire certaines vérités. C'est ça aussi, ouais, parfois on est dans des dénis émotionnels, on est dans des dénis de réalité qui font que collectif. on n'a Ouais. pas abordé, c'est que c'est bon. Non, en fait, à un moment donné, il faut dire les choses. Parfois, il y a des choses que les gens font chez nous, excusez-moi du terme, c'est de la merde, ça nous ralentit, des comportements, l'orgueil, la fierté mal placée, cette incapacité à travailler ensemble. Donc oui, non, je pense qu'aujourd'hui, j'espère que dans cet épisode, il y a des gens qui ont pu comprendre que oui, il y a eu auparavant des difficultés liées à l'esclavage, la manière dont ils ont traité nos ancêtres. Est-ce qu'il y a un héritage au niveau émotionnel? Est-ce qu'il y a eu des héritages aussi parfois culturels? Sûrement. Est-ce que pour autant ça doit nous condamner? Absolument pas. Maintenant, c'est comment aujourd'hui en 2026 on peut travailler ensemble, chacun du moins chacun de En façon synergie de l'autre côté, mais en synergie. synergie. Voilà, même si on est individualiste, mais dans nos synergies pour faire émerger une nouvelle Haïti, en tout cas, participer à l'élévation de la connaissance. Donc c'est ça aussi le plus important. Et en tout cas, je te remercie Kili pour ton temps, pour tout ça, pour le sujet. Ouais, c'est moi qui te remercie. Il est temps de passer Haïti 1.0 à Haïti 2.0 et si ça doit commencer par comme ça, si ça doit commencer par nous, on le fera, hein. Pas de problème, hein. Si Dieu veut, hein. C'est comme ça que Voilà. ça sera. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je te dis, bah, à la prochaine pour l'épisode 3. Pareil, à la prochaine. Merci. Merci à toi.